il y a toutes les bonnes raisons de courir. En fait, courir, ça change la vie. C'est pas seulement un sport, c'est bien au-delà. Donc voilà, je suis pas un gourou, c'est pas une injonction à tout prix, mais j'ai quand même cette conviction forte que ça vaut le coup de l'essayer. Comme je le fais dans course épique, de magnifier des réussites, quelles qu'elles soient. Un tour de pâté de maison, 3 km, 5 km, c'est déjà énorme. Ouais. On n'est pas tous obligés de faire la diagonale des fous. Salut Guillaume. Salut Laurent. Merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode de C'est dans la tête. Avec plaisir. Ravi de te retrouver un peu loin des sentiers, plutôt dans la ville cette fois-ci, pour parler de mental, mais pas que. On va parler de plein de choses aujourd'hui, de tes activités autour du podcast également, de ta pratique de la course à pied, du trail, de toutes les rencontres que tu as pu faire ces dernières années à travers ton podcast, et puis tes projets à venir dans ces prochains mois et ces prochaines années. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr. Merci de me recevoir. En tout cas, c'est un plaisir, même si c'est moi qui te reçois à la maison. Je suis dans ton podcast. C'est assez rare que je sois de ce côté du micro, c'est cool aussi. C'est sympa. Merci de ton intérêt en tout cas. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 48 ans. Peut-être certains connaissent ma voix parce que je suis hôte du podcast Course Épique, un projet que j'ai lancé par passion il y a 4 ans. Je pense qu'on aura l'occasion d'un peu élaborer sur le sujet. Je suis parisien, j'ai 3 enfants, voilà, et je suis dédié à 100% à mon activité de production de podcast aujourd'hui. Donc qui n'est pas que course épique, qui est course épique mais pas que. Et je suis passionné de course à pied, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, voilà, en entraînant un peu les pattes et je me suis laissé embarquer dans une course et puis tu connais l'histoire, tu vois ce que ça devient ensuite. Donc c'est une passion qui aujourd'hui me drive dans à peu près tout dans la vie. Donc c'est mon métier, c'est ma passion et voilà, ça vient impacter pas mal de choses dans mon agenda aussi familial, perso et autres, mais ça reste en tout cas ce qui m'anime profondément. Super. Est-ce que du coup on peut revenir sur, on va pas faire tout le déroulé de ta vie, ça serait long, mais sur. Tu dis ça parce que j'ai 48 ans. Non, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses très intéressantes à raconter. Ce qui t'a amené peut-être justement à cette passion de la course à pied, et on va en parler puisque je crois que tu l'as lancé en plus pendant le Covid, donc une période un petit peu spéciale. Ce qui t'a amené peut-être, voilà, nous expliquer, est-ce que dans ton enfance tu étais un petit garçon sportif, est-ce que tu courais déjà, tu vois, jeune, qu'est-ce qui t'a amené finalement à ce sujet pro et perso de la course à pied? Alors j'ai eu une enfance assez sportive, ma mère était prof de tennis, tout ça, donc j'ai un peu baigné, je touchais une raquette assez tôt, etc. Donc j'ai toujours été très proche du sport, mais comme pas mal, je pense, plutôt dans sa dimension ludique, donc c'était ça qui m'amusait. Donc je fais beaucoup de tennis, et puis après c'était les sports collectifs, type foot et autres, mais plutôt avec les potes, fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Voilà, la course à pied c'était un peu le truc que j'avais pas très envie de faire, je traînais un peu la patte quand il fallait faire des entraînements physiques sur les autres sports plus ludiques. C'est clair que c'est pas le truc qui me faisait le plus marrer. Je m'étais dit je me garde ça pour plus tard, tu vois. C'est un peu comme là je me dis je me garde le vélo pour plus tard quand je pourrais plus courir. À l'époque je me disais que je gardais la course à pied pour plus tard, puis peut-être le golf encore pour plus tard, on verra. Et donc voilà, et donc la course à pied je l'ai pas tellement considéré, tu vois, je suis un peu passé à côté avec je pense du jugement sur les gens qui couraient, et puis un peu d'admiration quand je me souviens quand des potes venaient jouer au foot avec moi le dimanche, me disaient j'ai couru 45 minutes, je trouvais ça complètement ouf, quoi. Moi je voyais qu'au bout d'une demi-heure j'explosais dans le souvenir que j'en avais en tout cas. Et donc voilà. Et donc je suis parti vivre au Canada pendant 3 ans, et avant mon retour, mon beau-frère m'a proposé de m'inscrire à Paris-Versailles. Donc voilà. C'était complètement nouveau pour moi. Lui, il commençait à expérimenter la course à pied, et donc je me suis dit que c'était cool, une bonne occasion de tester. Donc j'ai commencé, je me souviens très bien, mon premier run avec vraiment une démarche de commencer à m'entraîner. C'était donc au Canada, au milieu des forêts, dans les Laurentides, au milieu d'une espèce de route avec les grandes lignes jaunes au milieu, tu vois, perte de vue. C'était un peu la carte postale. Alors je crachais mon poumon au milieu de cette carte postale, mais c'était hyper chouette à faire. Donc voilà, j'y allais comme tout le monde. J'ai galéré au début, mais il y avait déjà un peu cette idée de se dire que la course structurait la démarche et m'aidait aussi à être discipliné dans la pratique et l'entraînement pour être le mieux prêt possible, sachant qu'il n'y a pas derrière tout ça. J'aurai l'occasion de le redire, je pense pas d'ambition, de résultat ou autre. Je suis un coureur très ordinaire, donc là, il faut planter le décor une bonne fois pour toutes. Mais voilà, donc finalement,
cette démarche-là. Et puis à partir du moment où j'ai expérimenté cette première course, et ajouté à ça la dimension sociale, le fait d'embrigader des potes dans le projet. Et puis voilà, tu vois le truc ensuite, la satisfaction de se réaliser, et puis avoir déjà envie de faire la prochaine à peine arrivée, quoi. Donc ça s'est construit comme ça. Donc ça c'était 2009, tu vois. Pendant une dizaine d'années, il y a eu un peu la progression assez classique, vraiment pour le coup très progressive, d'étape par étape, d'envisager un semi peut-être un an ou deux après, et puis un marathon peut-être 1 ou 2 ans encore plus tard, etc. Donc j'ai continué à grimper sur la route. Essentiellement, en 2017-2018, je découvre le trail. Je me fais embarquer par un pote au Festival des Templiers, donc je fais le marathon d'Écosse, qui fait 38 bornes. Deuxième claque, je pense, vraiment, deuxième révélation totale. Je soupçonnais que ça allait me plaire, mais pas dans ces proportions-là. Ça t'a plus que ce que tu en as souffert sur le changement, on va dire, de rythme, de terrain, etc. Oui, en fait, jeu de mots, je m'en étais fait une montagne. Mais ça s'est bien passé en fait. J'ai eu des super sensations. J'ai le pote avec qui je le faisais, Thomas, que je salue, et parti en carafe au milieu de la course alors qu'il était bien plus fort que moi. C'est juste que ce jour-là il était malade. Et en fait j'ai eu un peu ce truc de je l'ai attendu jusqu'au moment où vraiment il pouvait plus avancer. Et en fait j'ai voulu un peu aussi finir cette course aussi pour lui parce que c'était un projet qu'on avait ensemble. Et finalement je l'ai un peu savouré, bouffé. Donc voilà, donc ça a été aussi une première expérience hyper plaisante pour ça. Parce que voilà, j'avais une sur-envie de profiter de la course. Et donc là, ça m'a mis le doigt dans le trail. Et puis petit à petit, voilà, j'ai continué aussi ma progression gentiment là-dedans, en tout cas mon avancée. Et donc voilà, donc la course à pied devenait de plus en plus prégnante dans ma vie et je cherchais un projet à mettre en place autour de ça. Donc ça, c'était pas hyper clair. Je voulais faire quelque chose d'un peu différent. À l'époque, moi, je bossais en agence de com ou dans une startup dans le digital. Enfin voilà, j'étais un peu au cœur de ce qu'est une marque, donc essayer de réfléchir aussi, d'avoir un projet, d'essayer de trouver une mission, enfin des valeurs à une marque. Qu'est-ce que mon projet pourrait apporter finalement de différent, de singulier, et puis qui ressemble à qui je suis. Et j'ai eu envie de raconter la course à pied par des histoires, par des émotions, par de l'humain. Donc pas tant avoir un prisme de la performance, mais plutôt finalement tendre le micro à des gens un peu comme moi, aller aussi chercher des élites, mais surtout montrer la diversité de la course à pied, des visages, et un peu me faire écho par ce podcast à moi les émotions que je ressentais sur des lignes d'arrivée, ou quand je terminais ma course à la 3000e place, quand j'allais au bas sur la ligne d'arrivée, voir ceux qui arrivaient après moi, voir l'émotion qu'ils vivaient aussi, me dire que tout ça raconte plein de choses en fait sur les gens et qui y sont. Et c'est ça que je voulais raconter. Donc c'est pas tant réussir son marathon en 20 leçons ou la nutrition, tu vois, en 3 étapes. C'était vraiment plus des histoires de vie finalement. Donc c'est comme ça qu'est né un peu Course Épique. Ça, j'ai imaginé d'autres trucs, de bouquins, de machins, mais de jeux de plateau. Enfin, j'ai un peu investigué plein de choses. Et j'avais posé un peu les premières bases de ce projet-là avant même qu'il existe. Et déjà, il y avait ce truc vraiment de montrer plein de visages très différents, d'être au cœur de l'humain. Donc, il se trouve que le confinement est arrivé à ce moment-là. Donc, au moment où ça vraiment, je débordais d'envie de donner vie à un projet autour de la course à pied. Et donc voilà, et donc il y avait un peu moins de boulot à ce moment-là, et donc j'en ai profité pour aller meubler ces journées-là et à me laisser porter par ce truc-là, donc avec vraiment cette idée d'exécuter vite. En fait, j'étais dans une start-up à ce moment-là, donc vraiment cet esprit-là de se dire ok, le plus grand choix à faire, c'était d'accepter de me mettre un peu en lumière, même si le podcast m'allait très bien pour être en retrait et être juste une voix, donc avoir une exposition relative, ça m'allait vraiment bien. Mais quand même, il y a une exposition malgré tout, même si il n'y a pas 10 000 personnes qui ont écouté le premier épisode au moment où il est sorti. Mais voilà, donc il y avait un peu ce truc-là. Une fois que ce truc-là était fait, en fait, ce verrou avait sauté. Je me suis lancé très vite dans le projet, sa création, le nom. Enfin, c'est vraiment, on parle en quasiment minutes. Tu vois, entre le nom, le logo, ouvrir les flux sur les plateformes. Enfin voilà, très vite, je me suis imprégné de ce truc-là. Et l'épisode, je pense, le premier épisode est sorti 3 jours après que j'ai stabilisé l'idée. Tu vois, j'avais mon premier invité en tête. C'était qui tout ça, premier invité? Il s'appelle Guy Pelan, c'est un ancien collègue d'agence. Donc son histoire était parfaite pour raconter ce qu'est Course Épique. Si en quelques mots, tu vois l'histoire? Je me souviens pas bien, non. Guy, il a participé à un semi à Londres et il s'est écroulé à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Il s'est réveillé 2 mois après en ayant perdu 30 kilos. Il avait les jambes ouvertes dans tous les sens, des drains, des machins. Enfin, c'était une catastrophe. Il a été dans le coma. Enfin, voilà, on a vraiment cru que ça allait mal terminer. Et donc voilà, il s'est réveillé. On lui a dit que le sport et la course à pied, ce serait terminé pour lui.
Donc lui, il a dit, c'était pas acceptable pour lui comme décision. Donc il a dit, écoutez, dans 9 mois, il y a le marathon de Londres, je reviens avec la médaille et puis on fait une photo tous ensemble dans le service qui m'a sauvé la vie. Et puis la belle histoire, elle s'arrêtera pas là. C'est pas juste le fait que je passe à travers, c'est que je vais continuer en fait. Et je vais vous montrer que je peux. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et donc finalement, son marathon en soi était complètement anecdotique. Je sais même pas quel temps il a fait, c'était même pas le sujet. Mais ça racontait très bien en fait l'histoire, le parcours, la destinée, la résilience. C'était déjà une belle expression de ça. Donc voilà. Donc ça, tout ça, ça m'a fait envie. Et j'avais conscience que se lancer dans un podcast, c'est un travail de longue haleine pour le coup. Il y a beaucoup de parallèles à faire dans la vie d'entreprise de manière générale et aussi dans le podcast, c'est vraiment de l'endurance. Il faut tenir la distance, être hyper régulier et hyper structuré et discipliné. Et donc en fait, voilà, à la seconde où j'ai fini l'interview avec Guillaume, je me suis dit vite, il faut que ce soit monté. Il y aura quelques personnes qui vont l'écouter et c'est déjà très bien. Je cherche pas quoi que ce soit d'autre que ça. Si ça peut faire plaisir ou divertir ou apprendre des choses à des gens et ou les inspirer, c'est très bien. Et vite un deuxième invité. Donc voilà, tout de suite j'ai ressenti ce truc-là et c'est quelque chose qui m'a pas quitté depuis. Parce que aujourd'hui la passion elle est plus vive que jamais, ça c'est aussi chouette. C'est toujours un pari quand tu fantasmes un peu de te lancer dans un nouvel univers que tu connais pas forcément. Je pense que tu as une idée préconçue et en réalité ce que tu trouvais pas forcément fidèle à ton fantasme. Et moi c'est pas le cas, c'est plutôt tout l'inverse, c'est encore plus beau que ce que je pensais. Donc voilà, j'ai conviction d'être au bon endroit au bon moment avec une promesse qui répond aux attentes d'une certaine partie de la population qui court, qui s'intéresse à la course à pied, qui débute ou qui est déjà à un niveau assez averti. Donc pour toutes ces raisons-là, je me sens à ma place aujourd'hui. Trop chouette. Et quand est-ce que donc t'as construit ces premiers épisodes et puis la sauce finalement a assez vite pris quand on voit l'historique de Course Épique. Quand est-ce que la bascule s'est faite puisque t'as fini par arrêter du coup en tout cas transférer ton activité pro pour être à 100% sur Course Épique. Comment ça s'est fait? Comment toi t'as maturé, tu vois, l'idée de te dire, ça y est, je suis prêt maintenant à basculer complètement sur Course Épique? Ouais, c'est la conjonction de deux choses. La première, et qui est, je pense, très saine, c'est quelques mois après, en fait, j'ai quitté l'agence que je dirigeais parce qu'elle était rachetée par une autre agence, la startup qui était rachetée. Donc c'était un peu l'occasion pour moi pour sortir de ce projet-là. Et j'ai fait des missions après de conseil, donc en freelance, tu vois, ça te prend des demi-journées, des journées à droite à gauche, et ça devenait plus possible en fait, du tout. Mon cœur me portait beaucoup trop pour Course Épique. Il devait être à ce moment-là, je sais pas, une quinzaine d'épisodes, donc tu vois, c'était encore le tout début de l'histoire, mais je pouvais pas résister à cet appel-là en fait. Donc il me restait, je pense, 1 an et demi de chômage à ce moment-là. Je me suis dit, donne-toi, réduis ta fenêtre de tir pour atteindre tes objectifs, tu donnes moins de temps, mais vas-y à 100% en fait, parce que là tu veux pas faire ce qu'il y a à côté. En fait, il y avait une dissonance entre ce que je ressentais et puis ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai mis le curseur à fond sur Course Épique. J'ai été voir ma femme en lui disant, je vais faire ça. Tu me fais confiance? Elle m'a dit, ouais, ok, vas-y, let's go. Tu vois, c'était un peu ça reste quand même un pari, tu vois. On a 2 enfants ensemble, j'en ai un 3e. Donc voilà, c'était, ça a beaucoup compté aussi pour moi, me donner confiance pour pouvoir me consacrer au boulot et pas tellement avoir une pression financière quelconque ou autre, mais juste me dire, donne-toi la chance de développer et puis il sera toujours temps d'aviser si ça marche pas comme il faut. Donc ça c'était ce premier truc où finalement c'était beaucoup trop fort et je pouvais pas résister. Moi je suis un mec de passion, je suis hyper enthousiaste, je veux faire des choses, je suis assez impulsif, je suis à la fois très raisonné et très j'ai une dimension un peu irrationnelle aussi. J'ai envie, si un truc je le sens, j'ai envie, ça me fait plaisir, c'est peut-être un non-sens, mais j'ai envie d'aller au bout de ce truc là. Et j'ai envie de garder aussi ce truc-là à côté d'un truc très posé et analytique. Et à côté de ça, je suis rentré dans une régie, donc c'est l'entité qui commercialise les podcasts, parce que Course Épique avait commencé à avoir une audience qui commençait à s'étoffer, de par son positionnement, je pense qu'il répondait à un besoin aussi des auditeurs et qui était unique. Et en gros, j'ai commencé à avoir des premières opérations qui rentraient via la régie, donc celle qui commercialisait en partie Course Épique, donc moi je pouvais le faire, mais eux aussi, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ils m'ont fait venir des partenaires pour imaginer avec eux des dispositifs et autres. Et là, d'un seul coup, Course Épique donnait aussi une réalité économique. Donc ça joignait à la fois le côté passionnel et le côté réalité économique. Alors réalité économique, c'est pas du tout, on parle pas du niveau de vie de ce que j'avais avant, mais quand on met tout ensemble, ça vaut 1000 fois le coup de le vivre. En tout cas, c'est ce que j'ai considéré à ce moment-là. Donc, c'est aussi là où je me suis investi et j'ai senti qu'il y avait une forme de traction autour du projet et puis de la désirabilité des partenaires. Donc, c'était le début de l'accélération du projet. Ok.
Et alors, je ne sais plus exactement le situer dans le temps, mais tu as fini par créer une structure, j'allais dire, plus large pour produire éventuellement d'autres podcasts ou des podcasts événementiels ou autres. Est-ce que ça, tu peux aussi nous raconter comment t'en es venu à grossir finalement au fur et à mesure du temps? Ben voilà, l'idée c'est, moi je suis par nature assez curieux, donc j'avais aussi envie d'aller chercher ailleurs de la fraîcheur avec d'autres projets et autres. Et avec Mathieu Blanchard, que j'avais reçu dans le podcast, on s'est bien entendu, je le trouvais singulier, et on s'est croisé à un moment où on avait des aspirations communes, qui est devenu Dans mon bain, donc qui a été le podcast qu'on a monté avec Alliance, qui, je pense, un certain nombre d'auditeurs qui connaissent Course Épique, en tout cas, ont rincé et essoré Dans mon bain, qui était le suivi de Mathieu en fait en 2022 jusqu'à son UTMB pendant 6 mois. Donc il y avait vraiment cette idée d'avoir un point de vue un peu alternatif sur les formats d'interview classiques, mais de plutôt être dans suivre un athlète dans son quotidien, donc dans le sportif, mais dans tout l'extra sportif, avec un côté très immersif. Voilà, donc c'était très inédit en audio à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette logique de série finalement. Donc dans Moins, c'est une série de 20 épisodes qui se trouve à un climax incroyable avec le mano à mano avec Kylian sur l'UTMB 2022. Donc c'était le scénario rêvé. On a été podcast numéro 1 en France, toutes catégories confondues. Donc ça, c'était quand même assez génial de se dire qu'un podcast de trail peut être numéro 1 devant les grosses têtes. Voilà, c'est assez fou. Donc on est à 800 000 écoutes aujourd'hui, c'est considérable. Sans marketing, rien, vraiment pur organique. Donc c'est voilà, c'est un chiffre, mais en tout cas ça souligne le succès. Et je pense, ça contribue à démocratiser aussi le trail, donc tant mieux. Et donc en fait, ça c'était un premier pas dans la prod. Là, je bossais avec une boîte aussi qui s'appelle All Sound, donc on a gérer toute cette partie-là. Et donc, c'était déjà un petit premier pas de côté sur aller produire d'autres choses sans être moi mis en avant, mais plutôt aux manettes derrière. Et donc voilà, et donc ça m'a aussi beaucoup plu. Et donc, ça a été le premier pas vers la création d'une structure de boîte de prod qui s'appelle Sportcast, qui est donc ma boîte actuelle, dans lequel il y a 2 branches. Il y a une branche média, donc dans laquelle il y a Course Épique, qui est voilà le média que par ailleurs j'anime, Aventure Épique que j'anime aussi, qui est le cousin de Course Épique dédié à l'aventure, et donc voilà, qui reprend la philosophie de Course Épique mais appliquée à tout ce qui est outdoor, donc qui est vachement chouette aussi pour moi pour rencontrer plein d'autres profils. C'est génial. Et puis voilà, j'ai là aussi des partenaires, ça a trouvé sa place assez vite parce que c'est des environnements très poreux. Et par ailleurs, la partie production en marque blanche, où là j'ai des partenaires pour lesquels je fais des podcasts. Donc ça a commencé par après Dans mon bain, il y a eu Baou pour lequel je fais un podcast. Il y a eu TMB sur lequel je travaille sur un podcast aussi anglophone pendant 2 saisons, qui était vachement chouette à faire. Je fais le podcast de Major Mouvement, qui est un influenceur santé aussi qu'on présente plus pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas à cette thématique-là. Et voilà, là j'ai un projet dans la musique qui arrive aussi, donc c'est un petit pas de côté. Voilà, c'est une activité que je développe aussi par ailleurs, qui est voilà, sur lequel je prends plaisir à bosser. Je mets l'essentiel de mon énergie quand même sur le développement de mes marques propriétaires, qui sont Course Épique, Aventure Épique. Ok. Et comment t'arrives, enfin quel est ton équilibre aujourd'hui? Course Épique, c'est un rythme, tu l'as dit, intense. T'es à un épisode par semaine. Comment on tient le rythme? Tu parlais en effet d'organisation, d'être rigoureux. Comment, voilà, c'est quoi aujourd'hui tes semaines? Comment tu arrives à gérer ce rythme pour ne pas, courir trop après le temps, mais être toujours à l'heure? Ouais, le format hebdomadaire, il est assez intense. C'est bimensuel, donc tu vois déjà ce que c'est. En fait, la partie finalement interview, c'est 10% du taf. Tout ce qui se passe avant et puis tout ce qui arrive ensuite, une fois que l'épisode existe, faut le faire savoir, et ça c'est énormément de boulot. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de temps passé. Moi, ça m'a aussi permis de bien maîtriser toute la chaîne de valeur de la création du podcast, c'est-à-dire faire les montages, etc. Enfin, aller bricoler tout avec mes petites mains, faire les sous-titres des Insta, enfin tous les textes, etc. Tout ça, je l'ai fait et ça m'a beaucoup appris. Là, j'ai aussi la chance, la boîte s'est pas mal développée aujourd'hui, donc j'ai aussi cette chance que je puisse me staffer pour m'aider sur un certain nombre de choses. Donc en fait, moi, je veux vraiment garder la supervision éditoriale, parce que pour moi c'est la valeur de ce que je fais, elle est dans la nature du propos que j'ai avec mes invités. Donc je travaille beaucoup sur la préparation des épisodes, mais je me fais aider, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi pour faire une fiche préparatoire sur laquelle moi je m'appuie pour ensuite aller compléter, aller creuser, etc. Mais ça me fait déjà gagner beaucoup de temps. Et sur la partie post-prod, pareil, je suis en supervision, je suis là au début, au milieu si besoin, et à la toute fin pour s'assurer que tout est bien nickel, etc. Donc ça, c'est aussi parce que j'ai une assise financière que j'avais pas il y a 1 an ou 2, qui me permet d'avoir ce staff-là. Donc en gros, mon objectif, c'est d'arriver vraiment à industrialiser le plus possible. Quand je dis industrialiser, c'est pas tant dans le cœur qu'on y met, parce qu'il y a beaucoup d'artisanat et beaucoup d'émotions dans ce qu'on cherche à faire, mais en tout cas de processer au maximum la production pour pouvoir
garder du temps pour avoir des idées, pour aller chercher des partenaires, pour donner vie à ces idées, parce qu'il y a sans eux, il n'y a pas de podcast. Donc voilà, donc d'aller vraiment faire toutes ces démarches-là, d'écrire un bouquin, de bosser sur d'autres projets, de créer du réseau. Donc voilà, donc c'est vraiment ce truc-là d'avoir trouver les bonnes personnes, les bons jalons, et puis investir en fait. Donc c'est aussi un engagement financier important, mais finalement ce que moi je gagne aussi, j'arrivais plus en fait. C'était un stade où je pouvais plus tout gérer, c'était beaucoup trop gros. Ouais. Aventure Epic c'est bimensuel aussi, Ouais. donc tu vois c'est toutes les 2 semaines et c'est ce qui est complexe en fait, c'est ça, c'est que qu'il vente, qu'il neige, que tu aies une gastro, que tu sois au ski, que je sais pas quoi, toutes les semaines, il faut que tu aies un épisode qui sorte. Donc voilà, tu t'as pas le choix. Je dis pas que si j'en faisais pas un pendant une semaine, je me ferais fusiller par mes auditeurs, mais il y a quand même ce contrat moral là, et donc ça fout une petite charge quand même d'avoir cette contrainte là, même si à ce moment-là tu dois sortir un livre, si tu dois lancer un autre podcast ou autre, t'as pas le choix. Donc c'est un peu d'organisation, mais là je pense j'ai la super équipe en place pour tout ça, et moi ça me permet de me concentrer là où est ma valeur aussi. Donc voilà, ce que je racontais tout à l'heure sur d'autres strates, édito, partenariales et autres. Ok. Si du coup on fait une sorte de bilan là depuis le lancement, donc avril 2020, de Course Épique, d'un point de vue on va dire vraiment mental, tu vois, comme si un trailer analysait une course sur la partie mentale, selon toi quels ont été ou quels sont un peu tes plus gros challenges, tu vois, ou tes moments, un peu tes coups de mou, tes coups durs, sur un projet tel que celui-ci? C'est assez, je l'ai vécu 2 fois, c'est vouloir en faire trop et pas bien placer les frontières. Donc il y a 2 niveaux, je pense. Il y a être surinvesti dans le micro détail parce que c'est ton projet, c'est ton bébé, donc tu regardes tout, tu veux pas te laisser déposséder un tant soit peu du truc, mais à un moment il faut déléguer parce que sinon tu décèdes, donc il y a pas le choix. Ça il faut l'accepter, tu sais que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est quand même pas évident à faire comme move. Donc j'ai beaucoup porté le truc longtemps tout seul, etc., ou voilà, prendre la charge d'un certain nombre de choses parce que j'étais pas non plus en capacité financière de déléguer ces choses-là. Donc voilà, c'était un non choix finalement, mais que j'ai peut-être accepté un peu trop longtemps. Et à côté de ça, il y a ce truc-là de comme c'est un métier passion, en fait, j'ai créé un job autour de ma passion, c'est compliqué de dire non, dans le sens j'ai pas envie. Donc c'est pas politiquement je peux pas, c'est que j'ai pas envie. Donc quand je suis sur les événements, tu vois le truc, j'ai envie de courir, j'ai envie d'avoir un dossard, j'ai envie d'être au cœur de l'action, j'ai pas envie juste de regarder les autres faire. J'ai envie d'y être aussi, donc ça peut venir aussi pas mal bousculer et faire des semaines ou des week-ends hyper compliqués parce que tu dois faire des interviews avant, après ta course, au milieu. Enfin, donc tout ça c'est fait que t'es dans des dispositions un peu moyennes parce que t'es pas vraiment dans le taf, parce que tu penses à moitié ou pas suffisamment à ta course du lendemain. Et en même temps, quand tu cours, tu t'espères que tu vas arriver à temps pour aller faire une interview avec un athlète. L'air de rien, c'est quand même toujours une certaine forme de pression. Parfois, quand il y a des partenaires ou autres, tu as aussi une exigence qui est logique, bien sûr, et qui te met un surplus de pression. Donc en fait, c'est plus de ma nature assez passionnée de vouloir tout prendre, de profiter de tout, de me dire que tout est cool, tu vois. Et c'est un peu le mouvement que j'ai décidé de faire cette année, c'est de me dire que j'allais commencer à refuser des choses qui me plaisent et qui me font envie, tu vois. Parce que sinon j'allais devenir chèvre. Et l'illustration de ça, donc ça a été sur l'OCC cette année, donc une course de l'UTMB là, d'une petite 60aine de kilomètres fin août, où je me suis retrouvé sous les sentiers, j'avais pas vu mes enfants depuis 3 semaines, parce que la post-prod d'un projet estival qui m'a pris beaucoup de temps et qui tombait pile sur ma semaine de vacances, donc en fait il fallait bosser. Je faisais ma prépa le matin de course, donc 5-6 matins par semaine, j'étais en vadrouille, donc t'arrives après le petit-déj, tu loupes ce moment avec les enfants, pendant la sieste de l'après-midi tu bosses, et voilà. Et après tu prépares l'UTMB pour tes contenus édito, tes partenaires et autres. Et t'arrives sur place, là t'as littéralement pas une seconde à toi, tu fais une course au milieu de la semaine, enfin bref, tout ça c'est une S heureuse, génial, c'est extraordinaire en soi, c'est une chance infinie, c'est ce que je voulais, j'aspirais à ça, mais en même temps je me suis retrouvé un moment sur l'OCC, au milieu de la course, j'avais enquillé, je sais pas, 3 courses d'une 40aine de bornes, tu vois, dans les 6-8 semaines précédentes, et là je suis sur l'OCC, je commence à avoir un petit coup de moins bien, et puis je suis censé faire le Grand Trail des Templiers fin octobre, qui est un 80, et donc là on a 3 jours de la rentrée des classes, j'ai pas vu mes enfants depuis 3 semaines, et je me dis c'est pas possible en fait, tu vas pas revenir, recommencer à aller retourner t'entraîner pendant tu vois 6 matins, louper tous les matins, ma femme elle a quand même besoin de moi aussi, partir les week-ends pour des matinées entières, etc., c'est galère. Donc voilà, donc en plus de toute la charge de taf qu'il y a, etc., je commençais à un peu me sentir
étouffé par tout ça et puis un peu pas plus trop à ma place quoi. Donc ça a questionné un peu pendant quelques semaines mon amour de la course à pied et donc par effet de ricochet la raison d'être de course épique, tu vois, ça retombe assez vite là-dessus. J'avais plus tellement envie de grand chose, plus tellement envie de course et autres. J'ai un peu temporisé sur le projet pro aussi en me disant quel move stratégique il faut que je fasse. J'ai l'impression que l'écosystème il bouge beaucoup. Il y a plein de trains qui vont vite là autour de moi, sur quel rail je dois aller pour être sûr d'être dans le bon truc quoi, parce que d'être solopreneur aussi, c'est la difficulté, c'est que parfois tu sais pas quoi. Voilà, t'as des intuitions et puis il y a des moments où t'es un peu fatigué, tu sais plus trop et puis voilà, c'est compliqué d'avoir des réponses et des convictions en tout cas, parce que faut que tu y ailles à 100%, donc faut que tu y crois. Voilà, donc il y a ce petit temps de flottement. Donc ça veut te dire qu'il y a eu les fois où il y a vraiment eu des coups de moins bien, c'est parce qu'il y avait trop de choses en fait, à vouloir tout faire tout seul, à mélanger le pro, le sportif qui sont en fait le même univers, la même chose. Voilà, tout ça a un peu créé de la confusion et du questionnement, donc de façon assez ponctuelle, tu vois, tout s'est remis naturellement là où ça devait être. Mais voilà, c'est probablement pas réussir à mettre de côté. Enfin, je pense que j'étais arrivé au bout de ma résilience et de ce que je pouvais endurer. Je pense que j'ai le dos assez large, mais là, je pense que j'étais arrivé au bout de l'exercice à ce moment-là. Ok, très intéressant. Du coup, aujourd'hui, tu es à combien d'épisodes sans... Sur les épisodes normaux, je suis à 163, je crois, mais si tu rajoutes tous les hors-séries, les extraits, sur ma plateforme d'hébergement, j'avais plus de 400 épisodes qui sont à dispo. Ouais. Okay. Donc, tu as pu rencontrer des gens passionnants, des élites, tu disais des amateurs, toutes sortes de profils. Qu'est-ce que tu retrouves? Alors, c'est difficile parce que le panel de profils est vraiment très large, mais si peut-être on s'intéresse dans ce cas-là plutôt aux élites qui sont des professionnels, c'est leur métier finalement de courir. Est-ce qu'il y a des traits communs au fur et à mesure des mois que tu as remarqué? Alors, si on s'intéresse peut-être plus à l'aspect mental ou à leur approche, leur vision de la course, du trail, est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves chez ces gens dont c'est le métier finalement de courir? Je pense une des choses qui m'a beaucoup marqué et qui est quand même une constante de ce que j'ai pu entendre chez les élites, c'est d'être dans leur course à eux, toujours. Donc de jamais se poser vraiment la question de qui y a autour, de quelle vitesse ils vont, de juste d'être en contrôle de ce que eux ils maîtrisent, c'est leur course, c'est leur préparation, ça va être leur nutrition, ça va être voilà. Donc en gros de juste viser ça, avant de viser une position, viser un temps. C'est aussi des choses qui m'ont beaucoup surprise, mais de me dire, tu veux faire combien sur l'UTMB? Je peux pas te répondre. En revanche, je peux te dire, je veux faire moins de 21 heures. Je serai peut-être 13e selon la densité, ou si ça pète ou pas, je serai peut-être 4e, j'en ai aucune idée. Mais moi, ce que je sais, c'est que physiquement, vu mon historique et ce que j'imagine, je peux aller chercher ce temps-là. Et donc, de finalement être... de s'attacher que aux choses que tu maîtrises finalement et de pas perdre d'énergie sur tout ce qui est exogène finalement. Donc ça c'est quand même un truc que j'ai vu et qui je pense relâche une certaine forme de pression parce que tu te dois tout finalement et puis je pense que tu acceptes tout facilement voilà, et je pense que ça peut, même si la différence vient de toi, parce que tu as des mots de vente, parce que machin, je pense que ça aide aussi à mieux accepter les choses. Donc ça j'ai quand même beaucoup vu ça. Je sais pas ce que je pourrais te dire d'autre de très significatif. Après, que sur le sujet, alors pareil, c'est un sujet très spécifique, mais est-ce que si on parle de prépa mentale, tu vois, ou du sujet du mental, est-ce que c'est des sujets dont ils parlent? Est-ce que c'est un sujet qui, tu vois, qui est démocratisé selon toi, encore une fois, chez cette population élite? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Ou est-ce que tu sens que c'est quand même encore un petit peu... J'ai l'impression que ça évolue, ça m'a plutôt surpris de voir que finalement, parce que moi ça me paraît assez naturel, alors je sais pas si le trail est un peu plus tardif là-dessus que d'autres disciplines, mais moi dans ma vision des choses, j'ai l'impression, probablement par héritage des autres sports, que ça va que par héritage des autres sports, la prépa mentale était partie intégrante, tu vois, dans l'encadrement puis de la vie d'un athlète. Donc j'ai plutôt découvert avec surprise que c'était pas tout à fait le cas en tout cas dans la course à pied. Donc il y a quand même un gros mouvement vers ça, je pense, et c'est assez étonnant parfois de voir des athlètes de très haut niveau qui finalement ont recours assez tardivement dans leur, alors c'est pas une fin en soi, ils sont pas obligés de le faire, mais en tout cas qui à un moment peut-être attendre trop tard, tu vois, pour qu'il y ait vraiment une défaillance ou quelque chose qui s'installe de vraiment durable et de crise de confiance ou un enchaînement de résultats pour se dire que peut-être un regard externe peut les aider aussi à régler une partie de leur problème. Alors, c'est vrai que le cordonnier plus mal chaussé, c'est un truc assez classique, mais je pense qu'il y a aussi
cette chose-là. Et après, je pense qu'il y a aussi, par ailleurs, les athlètes se connaissent quand même très bien. Donc, physiquement, je pense leur machine, leur outil premier, c'est eux. Donc, je pense que physiquement, ils se connaissent très bien. Et je pense que quand même mentalement, ils ont aussi domestiqué un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui sont relativement armés aussi. C'est pas comme si quelqu'un déboulait comme ça sans avoir un peu d'héritage et autres. Ils ont quand même une fine connaissance d'eux, ils se parlent entre eux, etc. Donc je pense et puis il y a quand même une logique de progressivité aussi dans leur avancée sportive. Donc je pense qu'ils ont un peu été confrontés à tous les scénarios étape par étape. Donc ils sont pas d'un seul coup découvert une détresse totale. Je pense qu'ils ont posé les jalons, qu'ils ont trouvé leurs limites à un moment en franchissant un palier, mais ils ont quand même eu le temps de consolider un petit peu le bagage aussi. Donc je pense qu'il y en a une partie qui a suffisamment finalement d'assises, en tout cas la conviction qui peut se démerder sans avoir besoin d'une aide extérieure. Et après, on voit des bénéfices. L'histoire assez connue, c'est celle de Mathieu Blanchard sur la Diagonale des Fous. Voilà, Mathieu, il est accompagné depuis quelques temps par un prépa mental, Eric Lacroix, qui est à La Réunion, et voilà, il a fait complètement pivoter sur son pourquoi. En fait, Mathieu était un peu en perdition, en tout cas pas au niveau auquel il espérait être sur les courses, parce qu'il avait perdu le sens de ce qu'il voulait faire et qu'il cherchait de la performance. En fait, en tout cas, là où il mettait du sens, c'était plus pas ce dont il avait viscéralement envie. Donc, c'était lié que à la performance et concrètement à gagner l'UTMB. Sauf que quand tu gagnes pas l'UTMB, ce qui est quand même le cas de tous les coureurs sauf un, ça pose un problème. Et donc voilà, et donc de finalement aller rechercher ailleurs et au fond, fondation de ce qu'il est, ce qui l'anime, qui est un peu dans le cas de Mathieu, a été l'aventure et cet esprit d'aventure, et qu'il a remis en place avant d'aller à la Diag, où il est parti vraiment avec un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête, parce qu'il sortait de blessure à l'UTMB, parce qu'il n'avait pas beaucoup borné par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, et donc il y allait sans être complètement sûr de prendre le départ, et puis il gagne la course dans un chrono incroyable compte tenu de la longueur de la course cette année, parce qu'il y allait pour vivre l'aventure en fait. Et je pense en se disant, si je suis 17ème, c'est pas très grave en fait, j'ai envie de renouer avec ça, un truc un peu me bousculer dans un environnement qui est très inhabituel et dans des conditions un peu extrêmes. Et donc voilà, et donc Mathieu, c'est chouette de voir aussi qu'il a pu, tu vois, je pense pour le coup, il est très solide, je pense mentalement il l'était déjà, mais qu'il a quand même ressenti ce besoin malgré tout à un moment d'aller chercher ailleurs un éclairage sur des choses qu'il voyait peut-être plus bien, et on voit que ça a porté ses fruits de façon assez évidente. La Yukon l'a reconfirmé il y a pas très longtemps, et le Maxi Race, enfin voilà, tout s'est remis quand même bien à l'endroit pour Mathieu, mais donc voilà, je pense qu'il y a c'est quand même des ressources. Baptiste Chassagne, qui est un athlète avec qui j'ai une relation particulière, on parle énormément aussi. C'est très contributeur de leur réussite, c'est sûr. Très bonne transition en parlant de Baptiste. Est-ce que tu as, au fil du temps et de par tes relations assez privilégiées avec tous ces athlètes, noué justement des relations particulières avec certains? Alors Baptiste, je crois connaître la réponse, mais est-ce que tu vois, tu as des anecdotes ou des histoires ou des choses qui ont fait qu'en effet, tu as noué des liens plus particuliers avec certains? La constante quand même globalement, c'est que les gens qui pratiquent à haut niveau dans ce sport sont des gens très sains, équilibrés, pas très chauds. Enfin, ils sont là pour pas tellement briller devant une caméra, mais plutôt pour faire de belles choses au contact de la nature. Sportivement se dépasser, ils ont quand même une hygiène de vie importante, une rigueur, etc. Le fait que le sport soit encore, il avance à vitesse grand V, mais il est pas, c'est pas le cyclisme encore non plus, on a un petit peu de chemin. Donc ça reste encore des athlètes qui sont accessibles. Donc ça, c'est quand même un truc qui est commun à tous les athlètes élites que j'ai pu croiser. Je peux pas te citer un mec qui est complètement à côté de la plaque, ou qui est imbu de lui-même, ou qui se trompe dans l'histoire qu'il veut raconter. Donc ça, globalement, moi, je m'entends bien. Je pense que c'est le cas pour la plupart de mes collègues et confrères. C'est des gens avec qui tu peux assez naturellement créer des contacts et des relations très saines, etc. Donc après, oui, il y a des gens avec qui tu passes plus de temps, des gens avec qui naturellement tu te retrouves un peu plus, tu as des affinités. Donc ça, c'est génial. Il faut être attentif à que ça crée pas des biais, etc. dans les relations que tu peux avoir. Après, moi, je suis un média, mais je suis aussi, enfin, tu vois, j'ai aussi cette flexibilité-là où je m'autorise un peu à avoir des traitements. S'il y a quelqu'un dont j'ai envie de parler un petit peu plus à un moment, à l'instant T, je vais le faire. J'essaie quand même d'équilibrer. Puis la communauté d'auditeurs de course épique me rappelle assez souvent
quand nécessaire. Si là, d'un seul coup, il y a trop d'athlètes élites, pas assez d'amateurs. S'il y a trop de grosses courses, pas assez de petites. Enfin, voilà, il y a une espèce de une petite régulation qui se fait assez naturellement. Donc, c'est chouette aussi quand on me dit, OK, là, on a compris avec telle course ou tel athlète. Je comprends qu'il faut un peu temporiser, etc. Et puis, voilà, parfois, moi aussi, je sais plus. Donc, c'est très chouette. Mais donc, voilà, donc il y a vraiment beaucoup. Honnêtement, je pourrais t'en citer beaucoup parce qu'il y en a vraiment énormément avec qui j'ai une relation très simple. Tu vois, je te dirais pas, il y en a pas beaucoup pour lesquels j'irai à leur mariage, tu vois, mais en tout cas, il y en a quand même quelques-uns de très proches et avec qui ça clique, mais comme dans la vraie vie. Et globalement, c'est quand même très facile dans ce monde-là. Et c'est une chance qu'on a aussi dans le trail running, c'est cette voilà, et le cours sur route, c'est valable aussi. Voilà, de gens qui sont sains et restés accessibles. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu sur ta to-do, en tout cas que tu rêverais d'avoir et que tu n'as pas encore pu avoir et que tu souhaites pouvoir inviter ces prochains mois, ces prochaines années? Ce serait plutôt des profils internationaux. Globalement, qui sont pas très exposés encore en France aujourd'hui, et donc voilà, c'est toujours un peu plus compliqué à monter qu'avec des Français. Ça demande pas mal de boulot. Ensuite, de façon très opérationnelle sur la prod, il faut faire du doublage, etc. Donc sur du podcast, c'est assez chronophage. Donc il faut bien choisir, donc ça pourrait pas être faisable toutes les semaines. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, tu vois, pas forcément que Kylian, tu vois, oui bien sûr, mais d'aller chercher des athlètes internationaux parce que voilà, on commence à bien avoir mappé l'univers tu vois, des athlètes français de haut niveau. Donc je pense que là, il y a d'autres belles choses et de belles histoires à aller capter. Je pense des cultures de la course à pied et puis de la prépa physique, prépa mentale aussi sûrement, tu vois, d'aller chercher d'autres façons d'opérer. Donc ça me fait assez envie. Et pour le reste, je pense que je vais piocher dans l'aventure épique, tu vois, quand je vais rencontrer des skippers qui ont fait le Vendée Globe, ou là j'ai fait un mec qui fait un athlète de haut niveau qui s'appelle Jérémy Nicolin qui fait du cliff jumping, qui saute voilà de falaises incroyables, plus de 40 de mètres, hyper sympa, etc. Tu vois, des gens qui font du ski alpin, des Benjamin Védrine, voilà, enfin tous ces profils-là, c'est pour moi c'est extraordinaire, et finalement je vais chercher l'humain derrière, donc finalement moi j'ai le même plaisir à aller essayer de comprendre qui ils sont et ce que leur histoire raconte. Voilà, j'ai un supplément d'âme sur la course à pied par la force des choses. Mais donc voilà, donc je pense un bon équilibre entre tous ces gens que j'ai aujourd'hui, que je prends plaisir à retrouver, aller quand même chercher des profils. Il y a aussi le profil le plus compliqué pour moi à trouver aujourd'hui, c'est un amateur qui a la belle histoire et qui va bien la raconter. Donc voilà, ça c'est aussi tous ces profils-là. Là, c'est la pépite, et je pense que c'est aujourd'hui l'élément différenciant qui peut laisser des empreintes assez fortes. Je suis pas sûr que les athlètes élites que tu vois dans tous les podcasts de la Terre à peu près en même temps dans une période de 3 mois, la valeur ajoutée est quand même, tu as un traitement un peu différent. Je suis pas sûr que tu as créé de la valeur là. En revanche, sur ces profils-là, quand tu as une histoire, quand tu as des profils un peu moins connus, alors ça demande beaucoup plus de temps pour aller les identifier. Parfois, ils viennent à toi par magie aussi. Mais c'est selon moi ça qui crée de la singularité aussi, et c'est des histoires qui inspirent, c'est des épisodes qui marchent très bien aussi et qui sortent un peu des sentiers battus. Donc c'est aussi moi un truc auquel je m'attache cette année, aller vraiment sur le sourcing et le casting, être hyper exigeant pour aller chercher ces histoires dingues. Ok, super. Est-ce que quels sont là pour clore peut-être ce chapitre course épique, et puis on va parler un petit peu de toi, ta pratique. Là, tes projets, donc je voulais que tu nous reparles un petit peu du projet que tu as annoncé ce matin même. On enregistre cet épisode. J'ai évidemment fait exprès, comme tu l'as aujourd'hui, tu peux imaginer. Ce projet de livre, et puis un petit peu les projets. Est-ce que tu as des grands projets dont tu peux parler évidemment, mais pour course épique dans les mois à venir ou les années, tu vois, est-ce que tu as déjà toi une vision de ce que tu veux faire de course épique? Oui. Donc oui, donc l'annonce du jour, c'était la sortie de mon livre, donc à chacun sa course. C'est un livre que j'ai coécrit avec Benjamin Steen, voilà, qui est un fabuleux auteur et journaliste qui est à fond dans le trail, qui est un ancien invité du podcast. Donc l'histoire est assez belle aussi pour qu'on se retrouve à l'écriture à quatre mains de ce bouquin. Donc voilà, ça sort chez Hachette aux éditions Marabout, et c'est vraiment la continuité de Course épique. Donc ça ne veut pas être des extraits de conversations de course épique qui sont venus s'empiler dans un bouquin. Il y a un espèce de fil conducteur qui peut être aussi mon parcours, et quand je raconte mon parcours, c'est pas tant pour moi, Guillaume Lalu, c'est plus pour raconter le parcours d'un coureur ordinaire. En fait, je suis un peu le POC, le proof of concept du coureur, enfin finalement du lecteur de ce bouquin. Donc le livre, il a vocation à être quand même assez grand public, à aller fédérer plein de gens
qui démarrent, qui tâtonnent, qui explorent, qui sont au début du chemin, pour les encourager, en tout cas à franchir le pas s'ils l'ont pas fait, de leur dire que il y a toutes les bonnes raisons de courir. En fait, courir, ça change la vie. C'est pas seulement un sport, c'est bien au-delà. Donc voilà, je suis pas un gourou, c'est pas une injonction à tout prix, mais j'ai quand même cette conviction forte que ça vaut le coup de l'essayer. Comme je le fais dans course épique, de magnifier des réussites, quelles qu'elles soient. Un tour de pâté de maison, 3 km, 5 km, c'est déjà énorme. Ouais. On n'est pas tous obligés de faire la diagonale des fous. Voilà, attention, pas de banalisation sur les réalisations. On en voit beaucoup de belles choses et beaucoup de gens qui font des choses dingues. Mais tout le monde n'est pas capable et c'est pas grave en fait. Donc le livre est vraiment dans la continuité de ce qu'est course épique. Il est nourri, donc il est très vivant, très illustré, très inspirant par les témoignages qu'il va chercher, avec vraiment là aussi l'idée d'alterner les points de vue d'élite, d'amateurs, aller chercher aussi sourcer aussi d'autres œuvres et autres pour venir documenter, plus matinée de mon retour d'expérience et de mes points de vue, tout ça, ça construit un peu une narration, donc c'est très accessible. Voilà, très imagé, donc j'espère que les lecteurs prendront du plaisir à lire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je suis hyper heureux, c'est très intimidant de se lancer dans un truc comme ça et je suis hyper content du résultat, donc ça c'est le principal. C'est un peu comme quand j'ai lancé Course Épique, tu vois. Maintenant il va vivre sa vie qui m'appartient plus tellement, tu vois. J'espère que les gens se l'approprieront, mais voilà, moi j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire avec ce livre-là et d'avoir passé un message qui résonne en moi. Donc il y a ce projet de bouquin qui est hyper chouette. Je développe par ailleurs une activité de conférence qui est aussi, compte tenu de toute la matière dont j'hérite au gré des échanges et des centaines d'interviews que j'ai pu faire, me donne une matière géniale aussi pour partager, notamment en entreprise, parce que évidemment, il y a beaucoup de parallèles qui sont possibles à faire entre ce qu'est la vie d'entreprise, soit en individu, quand c'est sa propre boîte, soit au sein d'un collectif, quand on est collaborateur, un peu les défis qui sont assez universels et qu'on retrouve bien dans la course à pied, notamment dans l'ultra. Donc je pense que ça peut faire écho et embarquer de façon assez illustrée un auditoire qui s'interroge et qui se questionne sur plein de sujets et pour lesquels la course à pied peut être l'expression d'une réponse en tout cas. Voilà, donc développer tout ça, appuyer à fond sur tout ce qui est vidéo au sein de Course Épique, donc continuer à développer à la fois dans Course Épique, aller chercher d'autres projets aussi vidéo qui me font très envie, donc c'est aussi un peu le coup d'après. Donc c'est vraiment principalement rendre Course Épique et moi mon incarnation un peu présente à plein de points de contact. J'ai fait un événement live l'année dernière, je serais très heureux de pouvoir le refaire aussi. Donc vraiment tout ce qui peut aller dans la vraie vie aussi, faire vivre ce message-là dans la vraie vie, c'est génial. Et puis ensuite vraiment sur tous les médias digitaux et autres, continuer à étoffer un peu le champ d'action de Course Épique. C'est globalement ça le projet. Génial, on suivra tout ça avec grand intérêt, on a hâte de la sortie du livre. Ouais, merci. Pour terminer, dernière petite question sur le podcast, toi qui commences à avoir une bonne expérience, est-ce que tu auras un conseil à partager à quelqu'un, jeune ou moins jeune? Le podcast, c'est un format qui a un gros succès aujourd'hui, qui voudrait se lancer sur un nouveau podcast. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? D'aller chercher et d'assumer sa singularité. Je pense qu'il y a une saturation quand même de l'offre aujourd'hui, notamment dans la course à pied, mais dans pas mal de domaines, il y a une offre qui est pléthorique dans l'entrepreneuriat, dans le dev perso et autres, true crime. Enfin, il y a des tonnes, une offre qui est hyper riche. Il y a un sujet encore de découvrabilité dans le podcast, c'est assez difficile. Même moi qui suis dedans, parfois je pars courir le matin et je sais pas ce que je vais écouter, je suis un peu perdu, j'ai pas trop d'idées, pourtant je suis quand même le nez dedans et j'écoute assez rarement des podcasts de running, mais voilà, même ça, j'arrive pas à toujours trouver ce qui m'intéresse. Je pense qu'il faut être différent, il faut se dire que c'est un engagement de long terme, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être là où je pense l'amateurisme d'un point de vue technique passait encore il y a 3-4 ans, aujourd'hui c'est plus possible, donc je pense qu'il y a un investissement qui est pas colossal mais qu'il faut quand même avoir en tête pour juste avoir une espèce de standard technique de base, parce que sinon les gens vont se détourner du fond juste parce que la forme les intéresse pas aujourd'hui. Je pense qu'on peut plus capter quelqu'un avec un bruit de micro un peu pété de Mac, enfin tu vois, ça marche pas. Donc voilà, mais plus que ça, de justement aller chercher différent et de l'assumer, de le jouer à fond et de faire un truc qui te ressemble profondément, parce que c'est ça qui va faire que tu vas faire 52 semaines par an en fait. Tu vois, sinon tu vas décrocher au bout de 10 et puis et ça va être hyper frustrant, ça va rester comme un échec, etc. Donc vaut mieux se dire que ça va durer longtemps, et pour ça il faut que ça résonne profondément, et pour ça il faut aller chercher sa propre expression. Ok.
Très bon conseil, merci. Je te propose qu'on parle un peu plus de toi sur le sujet de la pratique de la course à pied et du mental. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que le sujet, toi, du mental, en fait, te parle? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention? Tu commences à avoir participé toi aussi à pas mal de courses. Est-ce que c'est un sujet, tu vois, qui t'a toujours interpellé, ou est-ce que, de manière un peu globale, on se prépare quand même physiquement, généralement, de manière assez basique aux courses? Est-ce que toi, tu as un peu les deux piliers, physique et mental, ou pas? Quelle est ton expérience sur le sujet? Alors, j'accorde de l'importance. Je sais que ça l'est. Ouais, Aujourd'hui, j'ai pas entrepris. Je suis accompagné d'un point de vue prépa physique ouais, par Laurence Klein, qui peut aussi quand j'en manifeste le besoin, me donner un peu des clés ouais, pour le mental. Mais j'ai pas entrepris vraiment de structurer cette démarche-là. Mais je suis hyper sensible au sujet et je pense que j'y viendrai forcément. Tu vois, même si j'aspire pas à des performances, je pense que c'est un vrai plus, et même intellectuellement ça m'intéresse en fait de comprendre. On a un peu parlé en off, mais je pense ouais, que voilà, toute la démarche que tu as entreprise sur le sujet, c'est hyper enrichissant de comprendre comment ça marche, tu vois. Moi j'ai cette part de curiosité aussi qui m'amène vers ce truc-là. Je suis assez paradoxal finalement, c'est-à-dire que je considère pas avoir un mental de dingue, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir des trucs pour déverrouiller des situations ou autres. J'ai pas des codes. Enfin, tu vois, il me manque un certain nombre d'éléments. ouais, Et à côté de ça, finalement, je me démerde toujours pour faire mes courses, celles où je galère. Tu vois, quand je veux faire l'Ultra Trail de Montmartre, là où pendant ouais, 18 heures, je fais des allers-retours dans les marches de Montmartre. Tu vois, t'es un mystère dans ta cage. Et sur papier, je pensais pas du tout être capable de faire ça physiquement, mais aussi mentalement. Et finalement, ça a tenu. J'ai fait le marathon des sables, tu vois, sur des étapes plus longues. Enfin, tu vois, de 90 bornes dans le désert, il fait 50 et tout. J'ai assez bien tenu, donc j'ai finalement, je pense, un socle de résilience qui est correct. Euh, mais en même temps, je suis globalement souvent tétanisé par les courses qui m'attendent, tu vois. ok, Pour te dire, je peux aller, c'est un peu moins maintenant, mais jusqu'il y a pas très longtemps, je pouvais aller sur un 10 km en me disant que je pourrais ne pas le finir, tu vois. ok. Alors que j'en ai fait, je sais pas combien dans ma vie, ou l'équivalent de je sais pas combien, plusieurs centaines dans ma vie, tu vois. Et donc j'ai un peu ce truc-là, et donc là j'ai l'éco-trail, tu vois, qui est dans quelques semaines au moment où on enregistre. Je suis pétrifié parce que j'ai l'impression que je suis pas prêt. Enfin, tu vois, et là, je pense que j'aurais besoin de déverrouiller des ressorts mentaux pour arriver sur une de départ dans des conditions un peu plus Plus sereine, sereine, parce ouais. que sur le physique j'arrive assez bien à appliquer, enfin je suis même très bien à appliquer un programme, tu vois. Pour moi Ouais, c'est le truc rêvé. J'aime bien être bête et méchant dans ce truc là, tu vois. On me dit ce qu'il c'est faut que je ça. fasse le mardi, ça me va très bien. Je fais les séries qui vont bien, et puis le jeudi ce sera ça. Je le suis sans trop de problème, même s'il fait moins 1000 dehors et C'est ça. il fait nuit, etc. Ça me pose pas trop de problème. Mais voilà, mais c'est sûr que parfois je sens que j'aurais besoin d'arriver dans des conditions de confiance un peu meilleures, tu vois, ou un peu plus objectives Ouais, sur une course. Et ça va même à un point où je savoure pas tellement mes courses en fait. Ça peut paraître d'accord. assez choquant, tu vois. Il y a plein de gens pour qui c'est le chemin, tu vois, qui compte. Moi, je suis pas mal en mode c'est la destination, tu vois. Quand je pars sur une course, j'ai plutôt passé ma vie à calculer où j'en suis. J'ai fait 12% de la course, mais 30% du dénivelé, Ok, que à cette vitesse-là. Alors là, par rapport au dernier ravito, j'ai fait la moitié de ce qui m'attend jusqu'au prochain d'accord. ravito. Enfin, tu vois, de pas du tout appliquer un peu les règles de découper tes courses ravito par Ouais, ravito ou autre, d'être en espèce dans un truc macro, et puis finalement prendre le départ et de me dire vivement que ça se termine, tu vois. ok. Et parce que je pense que je me fous une pression Ouais, complètement infondée sur réussir, en fait. Pour moi, réussir, c'est arriver. Ça vaut ce que ça vaut, mais et au final, c'est ça l'objectif. Et donc, en fait, tout ce qui peut me mettre du doute sur le fait que j'y arrive pas, tu vois. Et le vrai moment où je commence à profiter de la course, en général, c'est quand je sais que là, ça passe, ça va tu vois. franchement passer. Ok. J'ai jamais de gros stress sur la barrière horaire, etc. Donc j'ai jamais ce truc de Damoclès, mais il y a quand même, je fais souvent ce calcul-là, et puis à un moment où je réalise que je suis à 1h30, deux Ouais, heures de la fin de ma course, qu'il n'y a pas de sujet sur les chronos et que les sensations elles sont ok, donc à part si je me fais la cheville, je vais finir. Là, je commence à savourer, tu vois, même s'il y a un ok. certain nombre d'heures de course, parce que j'ai le sentiment que je vais pas me décevoir les autres. Enfin, tu vois, globalement, tout le monde s'en fout, hein, mais moi, j'ai ce truc-là où c'est éreintant un peu Ouais, mentalement, tu vois. Et je pense que j'aurais justement besoin de quelqu'un pour m'aider à juste faire un certain nombre de pivots pour appréhender les courses autrement et foutre la pression ailleurs ou l'évacuer complètement, je ouais. sais pas, mais Et de ouais, course en course, ça, tu sens pas que ça évolue? En fait, ça revient un peu toujours ce cycle, malgré l'expérience, tu...
Après, c'est aussi une façon, tu vois, toi, de finalement peut-être de te booster entre guillemets du fait que tu ailles au bout, mais ouais, tu sens pas que cette pression diminue en fait avec l'expérience? J'ai pas trop l'impression. Ok. Je pense que c'est incertain. Ok. Tu vois, vraiment la plupart des courses, tout de suite sur les premiers kilomètres, je me dis ah putain, je suis vraiment pas bien aujourd'hui, je le sens pas, c'est pas cool. Et puis en général, je démarre assez mal mes courses, je suis un peu diesel, donc la première heure de toute façon c'est un calvaire. J'ai toujours de mauvaises sensations, mais je peux pas dire que j'ai réussi à déverrouiller ou que je sens que c'est un peu plus simple aujourd'hui pour moi qu'avant. Ouais. Okay. Et est-ce que tu as malgré tout, toi, on parle souvent de mantra, tu vois, des petits outils dont tu te sers, au-delà, en effet, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est les calculs, notamment, qui t'aident à avancer. Est-ce que tu as quand même, tu vois, des petits outils dont tu te sers pour t'aider à avancer dans les courses? Alors les calculs, je pense qu'au contraire, ça me prend beaucoup. Alors ça m'occupe un peu, mais je pense qu'au final, c'est parce que t'es tout le temps à la moitié de quelque. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu commences à tout découper, en fait, t'as toujours l'impression qu'il te reste plein de trucs. Donc si tu réduis l'échelle, il te reste toujours, le double de ce que t'as fait juste avant, même si c'est que 3 km, tu vois. Donc ça, j'essaie un peu les vraies courses où j'ai pris du plaisir, c'est celles où j'ai réussi à raisonner, tu vois, ravito par ravito. Ça, j'ai quand même réussi à le faire sur certaines courses. Moi, mes mantras, je pense qu'il y a 2 idées auxquelles je m'accroche quand même. Je vais le reciter, mais c'est Benjamin, avec qui on a écrit le bouquin, que j'avais reçu dans le podcast, donc qui lui avait fini. C'est un très bon coureur. Il a passé la deuxième moitié de l'UTMB plié en deux. En fait, il a eu des problèmes. Il est arrivé, je pense qu'il faisait 1m35, tu vois, en franchissant la ligne, il était voûté. Il a dû finir à 2 km/h, tu vois, les dernières heures de course. Enfin, ça a été très compliqué pour lui, sachant qu'il se débrouille très bien. Et en fait, il avait une lecture hyper rationnelle de sa course. J'avais fait un format d'épisode qui était assez chouette, qui s'appelait Mots croisés, donc dans Course épique, où il y avait la vision de sa femme, qui était son assistance, et lui, qui portaient tous les deux un regard en fait au format récit. Donc en fait, moi, je n'intervenais pas dans le podcast. C'était lui puis elle qui parlaient alternativement et qui donnaient leur lecture de la course kilomètre par kilomètre. Et en fait, elles sont diamétralement opposées. C'est-à-dire que lui, au milieu de la course, ça commence à décrocher. Tatiana, sa femme, elle a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. En fait, elle a juste envie qu'ils prennent la décision de stopper ce massacre. Et on comprend que elle est hyper préoccupée. Elle voit son point qui avance pas sur la balise. Enfin, tu vois, la balise, elle bouge pas, etc. Donc, elle est hyper anxieuse. Et Benjamin, à côté de ça, est hyper tête froide. Donc, en fait, je contraste un peu au fil des kilomètres les deux points de vue qui sont assez contradictoires. Et Benjamin, il a cette phrase qui est je vais finir ce que j'ai commencé. Et ça, c'est une phrase que je trouve géniale à la limite de froideur, enfin, tu vois, de trucs non émotionnels, qui est pas ma nature, parce que moi, je suis beaucoup dans l'émotion, de juste fermer, de se dire, ok, là, j'ai commencé un truc, juste, je vais finir. Il n'y a pas de notion de temps, de machin, de truc. Je vais juste aller au bout de ce truc-là. Je sais pas dans quel état je serai, je sais pas comment je vais finir, je sais pas au bout de combien de temps, mais juste, je vais finir ce que j'ai commencé. Ça, je trouve que c'est hyper fort. Et le deuxième truc, c'est pareil avec un pote, mon pote plus qu'un pote, un ami avec qui je cours très souvent, qui s'appelle François, qui est en gros de se dire, en fait, le chemin qui est la trace qui est en face de moi là, c'est le chemin le plus court pour rentrer à la maison. Donc en fait, ce que je vais juste faire, c'est je vais continuer le chemin. Cette montagne, cette pente, elle me fait chier, je vais pas y aller, mais en fait, c'est juste le chemin le plus court pour rentrer à la maison. Donc voilà, là, j'ai pas très envie, mais je vais continuer mon chemin. Et puis il y a la douche qui m'attend dans quelques heures. Donc je m'accroche un peu à ces deux idées-là. Elles sont assez fortes pour m'aider, tu vois, au moment où je décroche un peu. Ouais. Excellent. Et est-ce qu'il y a des défis tu m'as parlé pareil un petit peu en off de ton programme de course. Comment tu raisonnes, toi, quand tu justement cherches des nouvelles courses qui, par le format, peuvent, pareil, c'est un peu embêtant, te pétrifier d'un côté, mais peut-être t'attirer de l'autre par l'aventure. Qu'est-ce que tu cherches, tu vois, dans les courses? Est-ce que tu as une progressivité de format, pareil, que tu vas chercher, tu vois, de plus en plus, un challenge un peu de plus en plus grand? Voilà, comment tu prévois, toi, ton planning de course ou les aventures que tu vas faire? Ouais, je cherche toujours, je suis assez précautionneux, donc je vais quand même toujours avoir ce truc très humain de chercher un peu plus. Donc globalement, j'ai fait ce move-là. Donc là, tu vois, je fais le 80 de l'Écotrel, les 80 de Saint-Jacques au mois de juin. C'est les plus grandes distances sur lesquelles je vais me lancer jusqu'à maintenant. J'ai fait le marathon des sables, donc il y avait une étape de 90 km, mais c'est assez particulier en soi. Donc en fait, c'est pas rien, mais tu vois, au bout de, je sais pas, 7-8 ans de trail, je vais arriver sur 80, ce qui est pas non, tu vois, j'ai pas pris l'ascenseur, quoi. Je suis plutôt monté par les escaliers tranquillement. Le format du marathon des sables m'allait très bien, donc ça c'est aussi ce côté-là que j'aime beaucoup, d'aller chercher plus une aventure humaine aussi, où là le marathon des sables c'est donc 250 bornes sur 6 jours en autonomie,
dans le désert, il fait très chaud, on doit tout porter sur son dos. Enfin voilà, je donne les grandes lignes de tout ça, mais c'est voilà, et on voit un peu tous les gens se déliter au gré des journées, des étapes. Donc il y a énormément de solidarité. Il y a beaucoup de plaisir à se voir tous les jours, les matins, les soirs. C'est un peu la famille se recompose tous les soirs au bivouac quand on voit un peu les survivants de l'étape du jour. Donc il y a ce truc-là, vraiment, on est tous ensemble. Et ça me plaît beaucoup. Et le fait que ce soit par étapes, finalement, ça me permet moi de pas me dire que je vais me lancer sur une distance hyper longue, mais de juste empiler des formats de 40, 50, etc. Pour faire cette course. Donc ça m'allait assez bien. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que je l'ai construit. Et ensuite, il y a là, tu vois, sur le second semestre, j'ai rien calé, mais je sais que j'ai envie de faire un truc un peu différent. Tu vois, je pense que je suis peut-être un peu arrivé au bout de l'exercice, pas au bout de l'exercice dans le sens où je ferai plus, mais avoir envie en tout cas d'aller explorer d'autres choses. Les formats 40, 50, 60, je commence à avoir vu. J'aime bien, mais donc je m'interdis pas de faire un off, peut-être une backyard, peut-être, enfin tu vois, un truc un tout petit peu différent, peut-être du raid d'aventure, je sais pas trop, mais tu vois, d'aller chercher un peu ailleurs aussi. Mais à côté de ça, je suis très content d'avoir du trail. On n'a pas parlé, mais la route, moi, je trouve que c'est cool. Enfin, tu vois, c'est un côté, c'est un autre exercice. Je trouve que ça fait progresser, ça fait bosser le mental aussi un peu différemment, avec des notions d'allure à tenir, etc. C'est un exercice que je trouve intéressant. Et puis moi je suis parisien, donc c'est assez cool de pouvoir aussi venir déjeuner le dimanche à la maison sans avoir à prendre 4 heures de train et à louer tu vois, un appart pendant 2 jours pour aller faire une course. Donc il y a aussi ce truc-là, pratico-pratique. Mais donc voilà, donc je pense que je vais aller un peu explorer à droite à gauche des projets off comme ça, ou avec des formats un peu singuliers. Je sais pas, on verra l'année prochaine des 50 ans, donc il y aura sûrement un truc qui va sortir de mon esprit autour de ce truc-là, de célébrer à ma façon. Mais ce sera pas un Tour des Glaciers ou Diagonale des Fous, ce sera bien plus modeste. Ok. Et est-ce que justement Diagonale des Fous, TMB, est-ce qu'un jour tu te dis ça, tu vois, ces formats, je veux les faire, ou c'est pas une fin en soi C'est pas une fin en soi, mais ça me travaille. Je me considère loin de tout ça encore, enfin en termes de niveau, mais je baigne au cœur de ces événements-là en fait. Donc voilà, je peux pas dire que ça me fait pas rêver, tu vois, et d'un jour essayer. Faut là c'est plus, mais probablement comme beaucoup de monde, c'est plus toute la préparation que ça va nécessiter en fait, de me dire que pendant 1 an, en plus de mon projet entrepreneurial, de ma vie de famille, j'ai des enfants en bas âge aussi, de venir caser ça là-dedans. Donc il y a plein de gens qui arrivent, hein. C'est si je fais ça, je mets un certain nombre de choses de côté, il faut que je l'accepte en mon âme et conscience. Donc faut que je sois aligné avec ce truc-là. Donc c'est pas exclu. C'est un peu l'idée aussi d'aller me tester là sur 80. Peut-être que le format du second semestre me permettra d'aller chercher une nuit dehors ou des choses comme ça pour un peu voir comment je réagis à tous ces trucs-là, et puis ensuite aller basculer sur d'autres choses. Ouais, je laisse ouvert en fait. Là, j'ai pas trop envie de me mettre j'aime assez bien l'idée de pas avoir du tout de choses calées sur mon second semestre. Là où, d'habitude, tu vois, j'avais 15 trucs à l'année, j'étais super content. Là, j'aime assez bien le fait que ce soit structuré sur la première partie de saison. Ça fait mes objectifs qui vont bien, et laisser un peu plus de flexibilité. Je vais être un peu en déplacement aussi au second semestre, donc ça se place bien. Ça se passe bien, super. Est-ce qu'on peut finir, avant de passer aux petites questions de mental, sur l'UTMM, t'en parlais tout à l'heure, donc l'Ultra Trail de Montmartre, peut-être juste redonner pareil les grandes lignes pour les gens qui ne connaîtraient pas. Et puis j'ai aimé parce que c'est un défi qui est selon moi quand même très mental, au-delà de l'aspect fun et quand même très sportif, parce que tu vas redonner les chiffres, mais c'est quand même costaud. Et pareil, nous raconter un peu la nuit, parce que je crois que tu as quand même passé une nuit là complète dehors. Comment on vit mentalement, tu vois, le fait de faire le hamster comme ça. Est-ce que le côté fun du défi fait que en fait il n'y a pas un vrai enjeu mental, ou quand même, j'imagine qu'il y a des souffrances physiques. Enfin voilà, tout ça mêlé. J'aurais bien que tu nous racontes un petit peu ce défi. Ouais. Donc l'UTMM, c'est une création de Casquette Verte qu'il avait mis entre parenthèses pendant quelques années, parce que il était plutôt à la Saint-Élion au début du mois de décembre, donc c'était pas très compatible avec l'organisation de cette course. C'est une course qui est non officielle. Il y a 20 participants, il y en a 10 qui sont tirés au sort, et 10 qui sont sélectionnés de façon subjective par Alex. Et donc voilà, c'est une course qui est pas autorisée. Donc voilà, il y a un sujet, parce que regarde la notoriété grandissante de Alex, et voilà, ça fait beaucoup de monde autour de cet événement, beaucoup de public, etc. Mais il y a rien qui est vu avec la préfecture, donc faut pas qu'il y ait d'anicroche, faut pas qu'il y ait de problème. Et donc voilà, l'idée c'est de monter. En fait, le concept de base, c'est à Paris, on n'a pas de montagne, mais on a des idées. Donc c'est de se dire comment créer une forme d'ultra urbain en fait au cœur de Paris, en allant
titiller le dénivelé de l'UTMB, plus ou moins, enfin, le dénivelé d'un 100 miles, en fait, d'aller chercher 10 000 mètres de dénivelé positif. Et donc voilà, donc il a organisé ça donc, dans la rue qui longe le funiculaire à Montmartre, qui est la rue la plus pentue de Paris. Et l'idée, c'est ça, c'est d'enquiller les allers-retours. Donc, pour finir la course, pour être finisher de la course, il faut faire 271 allers-retours. C'est à peu près 50 mètres de dénivelé pour chaque aller-retour. Donc, tu vois, c'est un peu après 11 000 de déni au cumul. Et il faut faire ça en moins de 25 heures, qui est un peu le record du premier finisher. En gros, c'est ça qui sert de référence aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la target, mais globalement, il y a 3-4 finishers, et puis les autres arrêtent un peu quand ils veulent, quoi. Donc tu peux avoir des gens qui partent bien plus vite que toi, mais qui arrêtent finalement 50 tours avant toi. Donc tu vois, ils sont plutôt au lit, mais finalement tu as fait plus qu'eux, tu as géré différemment juste ton effort. Et donc voilà, la particularité de cet escalier, c'est qu'il est dans cet escalier, il y a un pub qui est ouvert jusqu'à 5h du matin. La course partait à 22h. Donc, il y a une activité assez foisonnante et de plus en plus alcoolisée à mesure que la nuit avance. Donc ça, c'est très rigolo parce que tu es porté par l'enthousiasme des gens. Voilà, à la fin, il commence à être très bourré, donc ça devient un peu autre chose, mais c'est quand même très marrant. Et puis finalement, après 5h du mat', dès 6h, t'as la vie qui reprend son cours, en fait. Tu vois, t'as les premiers éboueurs qui arrivent, t'as le funiculaire qui réouvre, t'as un certain nombre de choses qui se passent, le soleil qui commence à se dessiner vers 8h. Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment un truc un peu abrutissant en soi. Et moi, j'avais un peu sollicité les avis de gens qui avaient fait précédemment en amont, parce que comme d'hab, ça me faisait un peu flipper, tu vois, ce truc-là. Je savais pas trop de quoi je serais capable. En gros, je m'étais dit 50 allers-retours, c'est déjà super, tu vois. Parce que moi, je vis juste à côté. Donc, déjà, en entraînement, quand j'en faisais 6 ou 7, ça me faisait déjà bien chier. Donc, en faire 50, ça me paraissait déjà pas mal, honorable en tout cas. En dessous, je me serais senti un peu moyen, là. J'aurais pas eu l'impression d'honorer le long d'Ossard. Mais 50, ça allait. Et en gros, j'ai entendu un truc que je pense qu'on entend assez souvent, qui était tu débranches le cerveau. Tu arrives à ton truc, tu débranches le cerveau, tu vas, tu vois, c'est mécanique. Et ça me paraissait pas très concevable, et c'est vraiment le truc qui s'est passé pour moi. Tu vois, où vraiment, en fait, tu réfléchis plus, et t'es un peu dans l'allégresse du truc, t'es porté par les gens, et ce que ça différent avec enfin, il y a 1000 trucs différents avec un ultra classique, mais t'as tout le temps du monde, en fait. Toi, déjà, t'es à 20, tu passes ta vie à te croiser, en fait. Tu vois, si t'en as pas, t'en as 10 qui descendent, qui montent plus ou moins tout le temps en même temps. Enfin, tu croises tout le temps tout le monde. Il y a des arrêts où on se retrouve à 3-4 à chaque fois, à ravito en même temps, et puis ça repart, etc. Et puis, il y a du public tout le temps. Il y a des copains qui sont là le soir, qui disent demain matin, et puis ils reviennent le lendemain matin. Enfin, tu vois, moi, je compte pas le nombre de personnes qui m'ont proposé d'aller m'acheter un truc à la boulangerie, chez Franprix, chez machin, parce que t'es en autonomie, tu fais un peu ton truc. Et donc, voilà. Donc, c'est ce côté hyper convivial qui fait que, tu vois pas trop passer le truc, et c'est assez le côté avoir à décider quand c'est la fin, c'est assez compliqué, en fait, tu vois. C'est parce que, et moi, ça m'a posé un petit cas de conscience. Je suis très content parce que j'ai fait 152 allers-retours, mais j'avais pas de vraie raison d'arrêter. Tu vois, j'avais mal, enfin, tu vois, comme ça arrive à tout le monde sur des genres de formats comme ça, mais j'étais pas au bout de ma vie, enfin, tu vois, où j'aurais pu aller me poser 1 heure et repartir, etc. J'ai un peu et c'est quand même assez compliqué de te dire que t'arrêtes, alors que finalement tu pourrais peut-être, tu vois, comme t'as pas vraiment une ligne d'arrivée, c'est toi qui la fixes. C'est une décision qui est parce que tu mets fin à l'aventure, tu débranches la prise, tu dis au revoir à tout le monde, tu remballes, tu remets ton jogging, tu rentres chez toi, tu reprends ta douche, enfin, tu vois, et puis ça continue à tourner pendant ce temps-là. Et toi, t'es plus dans le game, tu vois. Donc ça, c'est un peu particulier. Donc ça retarde un peu, donc tu t'accroches un peu à des chiffres ronds. Tu vois, quand j'étais à 50, je me suis dit je fais 75, et puis après j'attends le lever du soleil, et puis après le lever du soleil, je me dis allez, 150, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que ça s'est, mais tu vois, j'aurais très bien pu en faire 10 de plus. En fait, tu vois, il me restait 8 heures, même en faisant 2 par heure, tu vois. Moi, d'ailleurs, j'en ai refait 2 à la toute fin parce que je suis revenu voir ma camarade. J'en ai refait 2 à la toute fin, mais j'aurais pu tu vois, faire autrement. Mais très content de l'expérience. C'est hyper marquant. C'est vraiment, je regarde plus les escaliers de Montmartre de la même façon, et puis plus jamais, je pense. C'est hyper chouette, c'est hyper beau. L'enthousiasme qu'il y a autour de ce projet est génial. Alex, il met beaucoup de cœur, et son équipe aussi. Enfin, c'était vraiment une super aventure amicale, vraiment. Et puis, un dépassement sportif. Tu vois, moi, j'ai fait 6500 mètres de dénive dans les escaliers. Énorme. Tu vois, j'ai fait 42 bornes en tout. Donc, 42 bornes et 6500 de dénive. Donc, c'est des ratios assez particuliers, atypiques.
voilà, moi j'y vois pas grand chose de débile, je trouve que ça avait de mal à personne en fait. Et moi j'ai vécu un truc humain très puissant, donc c'est plutôt une chance. Les images de la ferveur du soir notamment, c'était colossal, ouais. Ouais. Et du coup, rien à signaler côté justement le fait qu'il y ait autant de monde à ce moment-là, etc. J'imagine que quand même c'est un événement qui se sait. Alors je sais pas comment ils réagissent, mais en termes de, tu vois, d'ordre public, rien de spécial. Il y a eu, je pense, un petit rappel à l'ordre à un moment parce que quand on montait dans les escaliers, on entendait des petits chut, chut, tout le monde disait chut, chut, donc je pense qu'il y a eu un petit rappel à l'ordre quelque part. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il y a quand même eu des mecs un peu. En fait, Alex avait prévu une peluche de saumon. Ah oui, et qui avait vocation à remonter le courant. Enfin voilà, en fait, il y avait le saumon qui était porté par qui le voulait. Et il avait un contour aussi autour du cou, et donc chacun pouvait porter le saumon. Et donc, ce qui fait que les gens, pour le coup, ils en faisaient qu'un ou deux, donc ils allaient à bloc, et puis ils remontaient le saumon qui avait fait 2 tours quand nous on avait fait un demi, et puis ensuite quelqu'un d'autre redescendait, etc. Donc je pense que le saumon, il a dû faire 700 tours, peut-être pas 700, mais en tout cas 300-400. Et ça, pour le coup, les mecs, ils passaient pas par les escaliers, mais à côté des escaliers, en fait, tu sais, c'est plat. Ouais. Mais donc c'est à pic, et c'est des cailloux, enfin c'est des pavés, quoi. Ouais. Donc il y a eu des énormes bûches, je crois, dans ce truc-là, et il faut avoir un peu de bol, tu vois. Faut quand même qu'un mec s'ouvre pas le crâne. Ouais. Donc il y a eu, je crois qu'il y a eu quelques gamelles de gens un peu éméchés, etc., ou qui ont un peu donné en termes d'intensité. Mais voilà, les seuls flics que j'ai vus, moi, ils sont venus le lendemain et puis ils ont fait des selfies avec Alex. Donc je pense que c'était assez détente. Ils le connaissaient. Donc non, on a. Je pense que c'est aussi la beauté de ce sport-là, être des gens qui le pratiquent, c'est que c'est quand même des gens assez disciplinés et respectueux, quoi. Donc ça s'est bien passé. Ouais, en tout cas, pas pire qu'un samedi soir où les mecs picolent en sortant de ce pub. Ouais. Trop bien. Avant qu'on termine du coup avec nos questions de mental, est-ce que tu as un dernière chose à partager, une pensée sur le mental, sur la course, ou pas? Bah non, courir, ça change la vie, ça c'est, vous l'avez compris, ça c'est, il faut pas se poser de questions, on peut plus que ce qu'on croit, donc je pense que ça s'applique, le mental, je pense, peut vraiment déverrouiller ça physiquement, c'est une certitude. Moi je sais que c'est un plafond que je dois faire sauter, mais voilà, je pense que on peut plus que ce qu'on croit, et le mental peut être un super levier pour faire travailler ça parce que le corps peut. Super partage, merci. Donc le principe, c'est donc des petites questions autour du mental, à la fois du type tu préfères, et puis des questions un peu plus larges, tu réponds tac au tac. Ce qui vient, voilà, tac au tac, sans forcément te justifier. Okay. Il y aura un petit peu de tout. Alors, est-ce que tu es plutôt trail ou marathon sur route? Trail. Courir à l'aube ou au crépuscule? À l'aube. Musique en courant ou silence total? Podcast, c'était une autre question. Pardon, alors. Sinon, ce serait musique. Est-ce que tu es plutôt course de nuit dans le froid en mode Saint-Élion ou sous un soleil de plomb en mode marathon des sables? Ouais, c'est un peu une exception. Je pense que marathon des sables, c'est le côté désert que j'aime, mais sinon plutôt des températures fraîches. Ouais. Est-ce que tu es plutôt préparation physique ou mentale? Physique. Plutôt montée raide ou descente technique? Montée raide. Je suis un peu moins nul. C'est pas facile. Courir seul ou plutôt en groupe? En groupe. Objectif chrono ou plaisir de courir? Plaisir. Est-ce que, alors, étirement avant ou après la course ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Course en forêt ou en montagne? Montagne. Courir avec ou sans montre? Avec. Est-ce que tu es plutôt record perso ou nouvelle aventure? Nouvelle aventure. Courir avec ou sans casquette verte? Avec, mais elle est plutôt bleue ou noire. Plutôt bleu noir. Courir plutôt le matin ou le soir? Matin. Courir avec ou sans bâton? Avec, en tout cas, quand ça si elle doute, il y aura avec. Est-ce que tu as une préférence pour les courses en été ou en hiver? Été, quand même. Été. Courir avec un dossard ou sans? Plutôt avec, jusqu'à maintenant. Plutôt avec. Alors là, des questions un petit peu plus larges. Qu'est-ce qui est la pire chose qui puisse arriver en plein enregistrement d'un épisode de Course épique? Que ça enregistre pas. Ouais, ça t'est déjà arrivé? Ouais. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois par ma faute. Ok. Mais plus relou, c'est quand c'est pas ta faute et que c'est le matos qui merde. J'ai eu ça sur un enregistrement.
où il y a tout, tous les voyants sont allumés, il y a tout, ça module, j'ai le son dans les oreilles, etc. Et je coupe, il n'y a rien. Il n'y a pas le fichier. Il n'y a pas le fichier, il est quelque part dans les montagnes. Ça, c'est atroce. Et du coup, tu réenregistres dans ce cas-là ou non? Pas possible. C'était événementiel, c'était sur une course, j'ai 4 invités, enfin c'est très très galère. Donc on filmait avec un iPhone, donc on essaie de récupérer un peu le son, etc. Avec l'IA, on arrive à sauver un peu des choses, mais c'est vraiment pas à la hauteur des standards. Compliqué. Est-ce que tu as déjà enregistré un épisode en courant? Oui, pas de bout d'épisode en tout cas. Excellent. Très rigolo, ça marche bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un son bizarre que tu as entendu sur un de tes enregistrements au moment du montage et que du coup tu as dû couper? Il y a parfois, c'est plus lancinant, un petit truc un peu vicieux que t'entends pas, qui est un espèce de bruit sourd, qui est un espèce de téléphone qui est posé pas très loin, ou un iPhone, ou un câble qui touche un autre truc métallique. Et ça, en fait, tu l'entends pas. Je te le souhaite pas, ce truc-là, parce que c'est très chiant. Moi, j'ai eu ça à un moment, mon chargeur de Mac, qui est aujourd'hui un espèce de faux contact. Donc, quand je branche mon Mac et que j'enregistre avec mon Mac branché au micro, j'ai un espèce de petit bruit que j'entends pas forcément aux écouteurs. Et puis, quand ça sort, voilà. Donc ça c'est compliqué parce que à la limite c'est un bruit qui est assez uniforme, donc ça peut se virer un peu plus facilement. Mais voilà, c'est plutôt le genre de mauvaise surprise. C'est plutôt ça. Ou parfois on est allé sur un enregistrement, on se fout exprès dans la pampa au milieu de nulle part. C'était en extérieur. C'était pour le podcast de Baou. On est tout tranquille et en fait il y a une espèce d'antenne qui est là, tu vois, un émetteur de télécom qui est pile là, et donc en fait on a l'ingé son qui a son truc, et en fait c'est juste impraticable. On est obligé de se mettre derrière une butte en fait qui a des centaines de mètres pour pas capter les ondes du truc, parce que nous on n'entend rien, tu vois, il y a rien, mais c'est juste que lui, en fait on peut pas, c'est pas praticable. Alors que on était vraiment au milieu de la nature, tu vois, on surplombait le lac d'Annecy, c'était génial, mais voilà, on n'avait pas anticipé ce truc là. Excellent. Si tu pouvais interviewer une légende du sport, morte ou vivante, ce serait qui et pourquoi? Moi, j'ai 2 icônes de jeunesse qui sont pas dans la course à pied, qui sont Jordan et Agassi. Donc, pour créer la surprise, Agassi, ça me ferait plus marrer. Agassi, comprendre ses cheveux et sa perruque. Pourquoi? Est-ce qu'un coureur t'a déjà raconté un mensonge que tu as soit repéré, soit tu sais que c'était pas vrai, et du coup amusant parce que du coup t'as vu le truc? Il y a l'interprétation, il y a un peu de l'interprétation. C'est toujours un peu la limite entre la confiance et l'arrogance, On navigue un peu dans ces eaux-là, donc je pense qu'il faut quand même beaucoup d'ego pour performer. Et en même temps, il y a une petite nuance à trouver, donc il y a des lectures de l'histoire qui peuvent être discutables. Mais c'est très 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 rare, en vrai. Ça marche. Si un jour on te propose de gagner l'UTMB, mais que pour ça, tu dois enregistrer tous tes podcasts en chantant, est-ce que tu acceptes? Pour gagner l'UTMB. Je crois que je vivrais sans l'UTMB. Je serais plutôt à l'aise. La chanson plus tard. Non, j'adore la musique, c'est mon autre passion. Je pourrais passer, si tu me disais mixer à des soirées toutes les semaines, je sais pas quoi, là, ce serait avec grand plaisir, mais chanter, pas pour ça. Est-ce que tu as déjà eu un invité qui a soit fait une pause technique ou une pause un peu originale ou une situation vraiment originale pendant un enregistrement? J'ai le souvenir de Thibaut Barognon qui était en train de se préparer sa petite quiche, donc le four qui sonne au milieu de l'interview. D'ailleurs, on l'a gardé dans le montage. C'était un des tout premiers épisodes. Donc voilà, il est en train de se faire sa petite popote. Non, après, bon, c'est un petit. J'espère qu'il me pardonnera ce truc-là, mais Baptiste, donc mon popote, on a une relation amicale hyper forte. C'est vrai qu'on a fait un épisode de podcast de popote justement qui était le lendemain de la Saint-Élion. Et Baptiste avait enchaîné toute la nuit. Il avait fait un podium. Enfin, c'était une course extraordinaire. Mais derrière, il a enquillé des interviews non-stop, etc. Et la Saint-Élion, tu vois, ça finit à 6 du mat pour lui. Donc, ça veut dire que jusqu'au lendemain, 15-16 heures, il est battu. Il était dans un tunnel d'obligations familiales, plus médias et autres. On a enregistré un épisode de Popote en milieu d'après. Mais c'est vrai que quand c'était pas lui qui parlait, il avait tendance à avoir un peu il cognait des clous, comme on dit au Québec. C'est une expression très imagée, avec les yeux qui font un peu ça comme ça et la tête qui part en avant, mais pour des raisons évidemment hyper légitimes et attendrissantes. Mais donc voilà, c'est un petit souvenir aussi chouette. C'est un échange qui est totalement justifié. Est-ce que tu as déjà eu un fou rire en enregistrant un épisode?
J'ai beaucoup ri avec, comme toujours avec lui, Germain Grangier. Ouais. On a fait un épisode ensemble là, il y a pas très longtemps parce que je vais le suivre jusqu'à sa rock. Et c'est sûr que Germain, c'est quand même une des figures les plus drôles de notre univers, pour pas dire le plus drôle. Donc c'est que de la déconne, c'est que du contre-pied tout le temps. Donc c'est vanne sur vanne. Donc beaucoup de rire. C'est marrant, j'ai un copain qui m'a écrit, qui m'a fait un vocal hier pour me dire qu'il avait écouté justement cet épisode et qu'il avait jamais autant ri en écoutant un podcast. Et avec Germain, c'est à tous les coups, ça gagne. Ouais. Excellent. Si tu pouvais créer un podcast challenge aussi dur qu'un ultra trail, ça ressemblerait à quoi? Faire un podcast intéressant pendant 20 heures. Ouais. Format très très long avec un enchaînement d'invités ou autre. Ouais, réussir à garder la flamme pendant 20 heures et enchaîner les montées, les descentes là, d'humeur et les petits coups de mou pendant 20 heures à animer un podcast. Ça peut être pas mal, comme les animateurs radio qui voulaient faire l'émission la plus longue du monde, etc. Exactement. Si ton podcast était une discipline olympique, ce serait laquelle? Un truc d'endurance, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai essayé de pas ramener ça au marathon quand même. Un non-marathon, un 50 km marche. Ouais, il faut de la régularité. 50 km marche, je peux acheter, ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Si ton micro pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait après toutes ces interviews et tous ces épisodes que tu as enregistrés avec lui? Arrête de dire voilà toutes les 3 phrases. Ah ouais, ça t'a remarqué? Ouais. Un support optique de langage. Voilà. J'ai envie de me buter quand je réécoute les épisodes et du voilà partout. Donc je les coupe pas tous. Mais maintenant je vous l'ai dit, soyez indulgents. C'est ça. On le saura et on écoutera. Et quand tu te concentres sur un truc, tu l'entends d'autant plus. Exactement. En général. Écoute, je crois qu'on arrive au bout. Peut-être une dernière. Allez, 2 dernières. Si tu devais courir un marathon ou un trail avec un seul mot d'encouragement en boucle dans les oreilles, ce serait lequel? C'est 2 mots, mais c'est anglais. C'est une phrase. Je sais pas pourquoi je pensais à ça quand j'étais sur un format, je pense semi, c'était sur de la route, mais c'était, je pense, j'ai un peu maté de la Formule 1 à ce moment-là. C'était keep pushing. C'est ce qu'on dit beaucoup aux pilotes de Formule 1. Tu vois, leur décroche pas, etc. Keep pushing, alors que les mecs sont déjà à fond, tu vois, et ils attendent. Et évidemment pas que son ingé son keep pushing, parce que lui il pense évidemment pas du tout si on lui dit pas, évidemment qu'il va pas y penser à continuer à pusher quand un malade il est déjà à bloc, quoi. Donc je pense que c'est très relou d'entendre keep pushing alors que t'es déjà en train de t'arracher, quoi. Mais je me disais ces phrases là et c'est vrai que ça me permet de garder l'allure et tout, donc voilà. Ouais, c'est continue, c'est bien, continue, c'est bien. Top. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que tu fais en courant mais que tu n'avoueras jamais publiquement, sauf maintenant? Ou un tic, ou un truc que tu fais au ravito, ou un truc un peu... Je me mouche beaucoup. Ah. Ouais. J'ai un petit truc, petite fragilité, je pense, au niveau des cloisons et autres, donc je me mouche énormément, donc ça c'est jamais extrêmement classe. Non, c'est déjà pas mal, c'est assez gracieux quand même. Je le fais, et de plus en plus, surtout l'hiver là. C'est efficace. Des écoulements nasaux. C'est efficace. C'est pas glorieux, mais pas le choix. Écoute, top. Je pense qu'on a fait un super tour. Est-ce que tu as le mot de la fin que tu veux partager pour ouvrir et clore cet épisode? Ouais, te féliciter pour ton initiative. Merci pour ce podcast. C'est un beau sujet, je pense, le mental. Et je trouve que tu l'intègres à un projet global de vie pro aussi. Je vois pas mal de similitudes aussi dans ta démarche. Donc, essayer de faire résonner un intérêt profond, un amour du trail et puis du mental qui est quand même un de ses piliers. Et puis de lui trouver une résonance pro, donc qui va rejaillir sur ton perso. Donc, je te souhaite que ça marche et que ce soit à la hauteur de tes attentes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis merci encore d'avoir participé, d'être passé de l'autre côté, si je puis dire, du micro. Et à très bientôt pour la suite de tes aventures. Avec plaisir. Salut Guillaume, merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast de façon très simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ensuite, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire et ça booste l'émission. Si vous m'écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Amazon, mettez plein d'étoiles.
Plus il y a d'étoiles, plus ces belles histoires de résilience et de force mentale pourront toucher d'autres personnes. Un grand merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, c'est dans la tête.